présente l'Alfa Romeo 2000 Spider, qui est reconnaissable à sa boîte, on appelle ça la boîte postale, pour mettre le courrier, double fente sur le moteur. Elle a succédé à l'Alfa Romeo 1900. Et la 2000 Spider fut produite de 1958 à 1961. Son moteur est l'évolution du modèle précédent. Et c'est un 4 cylindres en ligne, 2 abracams en tête de 1975 cm3. Elle a été présentée, tenez-vous bien, au public lors du salon de Turin en 1957. Mais elle ne fut livrée qu'en juin de l'année suivante. Dès sa commercialisation, elle était disponible en 2 versions, la berline et le Spider, dessiné et construit par le designer milanais Touring. C'est une merveille, mesdames et messieurs. Regardez-moi cette merveille. Et vous pouvez retrouver sur le capot l'insigne Touring. Merci beaucoup. Regardez pour cette ligne intemporelle. Quelle merveille. Vous savez dessiner les Italiens. Alors là, on a affaire à une marque extraordinaire, la marque Samson, marque française. Et cette voiture était également complètement refaite par le propriétaire actuel, mon ami Eric. Et regardez les lignes de la voiture. Et à l'époque, elle était considérée comme la voiture amirale de la marque. Grande voiture, 4 places, un confort absolu, cuir. Bravo! En plus, ils sont tenus, hein, il faut les applaudir hein, avec cette chaleur. Alors, on appelle cette voiture la S4E, vaisseau amiral de la marque Samson. Elle a été présentée pour la première fois au Salon de Paris en 1957. Et curieusement, lancée sans renfort de publicité, ces modèles 13 chevaux fondent pour un aspect général similaire à la S461. Alors, admirez la finition des garde-boue. Regardez dans quel état ces garde-boue, ce dessin le long de la carrosserie ainsi que les sabots. Je m'entends vous dire que le propriétaire actuel, il a dû ramer pour trouver toutes ces pièces, parce qu'on n'en trouve plus. Elle a été donc présentée dans de nombreux concours d'élégance, dont celui que je fais moi-même, en particulier les modèles carrossés par Chaperon. C'est une voiture qui est carrossée donc, par le designer Chaperon. Et elle a obtenu plusieurs prix. Dans sa version berline, coupé et cabriolet, elle rivalise aussi avec les automobiles les plus performants de l'époque. Par exemple, la Delahaye 135, la Hotchkiss 686 GS, la Talbot Lago Baby, et à ce titre, elle est aujourd'hui très recherchée. Merci à vous. Merci à vous. Et je sais pas si tu l'as dit, double remorquage en tête, 4 cylindres, là où les autres en avaient 6, et boîte totale, c'est-à-dire l'ancêtre de la boîte automatique. Alors, il faut savoir que la boîte totale, c'est assez marrant parce que c'est 4 vitesses à l'avant et 4 vitesses à l'arrière. J'ai pas testé la 4. Donc, autrement dit, si vous faites marche arrière à 4 vitesses, ben, faites attention au muret. Merci, Eric. Bravo! Vous avez remarqué, elle a démarré au quart de tour, l'ancienne. On va faire l'équipage suivant, ils sont tous dans des ordres. C'est une corvette. Alors là, on est face au Dream.
Alors là, il faut que j'attire votre attention sur le fait que cette voiture, quand elle est sortie, elle avait les feux arrière en forme de couteau. Regardez, forme de couteau. La C2 qui a suivi, tout l'arrière a changé et c'était des petits feux arrière ronds. Ça n'a rien à voir avec la C1. Ça, c'est une merveille. Alors, la C1, c'est la première génération, comme je viens de le dire, produite par Chevrolet, bien entendu. Et souvent, ces voitures sortaient en 2 tons. Vous pouvez regarder, là, elle est rouge et blanc sur le côté. Mais elle sortait également en bleu et blanc, vert et blanc. Et c'était facile de les distinguer parce qu'il y avait ce contour tout autour de la voiture en acier et ça permettait, du fait que les flancs étaient creusés, de faire en 2 tons. C'est comme ça qu'elle était jolie, en plus avec ses flancs blancs. Alors, il faut savoir aussi que ces voitures étaient équipées avec des moteurs injection et ont nécessité des transmissions manuelles. Et cette voiture, je peux vous le garantir, elle est matching number, aussi bien au niveau du moteur que du châssis. Et cette Corvette C1 remporte le 2e prix dans sa catégorie. Alors, il faut dire ce que c'est quand même ce 2e prix, parce qu'on a ici un exposant qui nous a fait le plaisir de nous offrir ce 2e prix. Il s'agit de Grand Cru de Bourgogne. Voilà, donc un Alex Corton. Enfin, vraiment, ce sont de très très grands vins. On applaudit aussi l'exposant qui est là, hein, sur le parc. Ah oui, quand même que ces voitures à l'époque, quand elles étaient construites, il y avait du chrome partout. Regardez ce chrome, c'est joli. Maintenant, elles sont toutes avec des pare-chocs en plastique. On donne un coup dans la portière, ça revient. Là, on donne un coup dans la portière, ça ne revient pas. Hein. Merci beaucoup, messieurs, dames. Voilà. Ce que j'aime, c'est la petite antenne. À l'arrière gauche, ça fait bien, la petite antenne. Ouais, là, le parc qui manque le petit drapeau. Demande à Trump. Au suivant. Mesdames et messieurs, je vais vous présenter la voiture numéro 11. Alors, ne vous faites pas des illusions, elles vont être présentées dans le désordre. Alors, je vais vous parler quand même d'une voiture qui est une voiture mythique. Elle était déclinée en cabriolet coupé et coupé 2+2. C'était pas très joli dans l'hiver. Ce modèle s'imposa au prix de Paris en 1965 avec le pilote Peter Sutcliffe. De conception très moderne pour l'époque, la Type E relègue ses concurrentes à une autre époque, aussi bien sur le plan technique qu'esthétique, ce qui est vrai. Présentée au Salon de Genève 1961, elle crée un véritable choc. Elle apparaît régulièrement au cinéma, comme par exemple dans le film Le Petit Baigneur, vous vous en souvenez? Avec de finesse. Seulement 131 exemplaires ont été livrés, 9 en France. La Jaguar Type E est la voiture de sport construite par le constructeur automobile britannique, bien entendu Jaguar des années 60. Mais il faut également savoir que la production s'étend de 61 à 75. Elle a été déclinée par Enzo Ferrari quand elle est sortie au Salon de Genève en 1961 comme la plus belle voiture du monde. Vous vous rendez compte, c'est un compliment, hein, venant d'un Italien. Alors, je dois également porter à votre connaissance que monsieur et madame, le jury a voté pour le prix du président. On applaudit bien fort.
unique en France. C'est une Kaiser Daring, une voiture exceptionnelle. Regardez les portes de la voiture. C'est une voiture dont les portes glissent dans les ailes. Alors l'histoire de la voiture, il faut quand même que vous le sachiez, elle a été fabriquée en fibre de verre, avec des portes coulissantes, comme je viens de le dire, et il n'y a eu que 435 exemplaires. C'était construit sur 6 mois, de janvier à juillet 1954. Et celle qui vous est présentée par mon ami Paul Girardet, elle commence sa vie, tenez-vous bien, au Venezuela. Et elle est rapatriée en 1959 en France, aperçue au début des années 60 sur la French Riviera. Et à titre indicatif, je voudrais quand même féliciter M. Girardet pour cet excellent travail. Et M. Girardet reçoit le prix Jean-Pierre Cornu, remis par Françoise Conconi. Alors, je voudrais dire un mot sur ce prix. Le prix Jean-Pierre Cornu a été créé cette année parce que Jean-Pierre Cornu a été pendant de nombreuses années le président de notre jury et il a créé énormément de manifestations de voitures anciennes. Donc nous avons fait faire un tableau et qui est devenu le prix Jean-Pierre Cornu et que je compte pérenniser sur les prochaines manifestations. Voilà, je pense qu'on peut l'applaudir. Merci. Autant vous dire qu'à l'époque, on présentait 80 voitures. Donc ça prenait un certain temps. On entend bien le moteur américain. On connaît Mercedes 280 SL, voiture merveilleuse. Cette voiture a été créée pour remplacer la Mercedes 300 SL ainsi que la Mercedes 190 SL. Alors il y a eu 3 motorisations sur ce modèle, 2 litres 3, 2 litres 5, 2 litres 8. Merci de couper le moteur s'il vous plaît. Merci. Alors il faut savoir que cette voiture, elle a été développée sur la base de la berline Mercedes, la 220 SE, mais avec un empattement un peu plus réduit. Et cette voiture a été dessinée, regardez bien ces lignes, elle a été dessinée par le célèbre designer français Paul Bracq. Et Paul Bracq avait été engagé par Mercedes Stuttgart pour redessiner le toit de la 190 SL. Il a donc modifié le toit et là-dessus, ses patrons lui demandaient de redessiner une nouvelle auto, beaucoup plus plate, pour remplacer la 300 SL mythique et la 190 SL. Alors son code, c'est W113. C'est un modèle 2 places, vous pouvez le remarquer. Et ce modèle a été construit à concurrence de 5200 exemplaires. Et sur ces 5200 exemplaires, 3808, pour être précis, sont partis à l'export, dont 1800 aux États-Unis. Des voitures qui étaient faites pour la Californie. Je vous remercie. Alors cette voiture, elle est normalement livrée avec un toit, que l'on met au-dessus. Vous avez la capote qui est enfermée derrière le siège arrière ici. On ouvre ça et on met la capote. Et en hiver, on lui met un hardtop. Et pourquoi est-ce qu'on l'appelle la pagode? Parce que Paul Bracq avait été au Japon, il aimait bien le Japon. Et il trouvait que les toits des bâtiments au Japon, en toit en forme de pagode, ça lui plaisait bien. C'est pour cette raison qu'il a créé la pagode,
quand on voit la voiture de derrière, et on voit que quand elle est couverte par son toit, qui est d'ailleurs assez lourd, et on voit au-dessus, c'est comme une pagode. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. À l'époque, c'était une voiture, c'était pratiquement utilisée par les célibataires. Elle était chère, c'était pas une voiture de secrétaire. On l'appelle une légende est née. Regardez cette ligne, ces phares entourés. Ce modèle exceptionnel était destiné à la grandeur à l'époque de sa sortie. Juste pour la petite histoire, il n'y a eu que 99 exemplaires qui ont été construits. Et c'était fabriqué entre 1959 et 1963. Elle a été dessinée par le grand maître carrossier Zagato. Et on peut remarquer le nom du carrossier sur l'avant de la carrosserie ici, avant la portière. Zagato. Vous avez vu, je fais juste une parenthèse, mon cher Jean-Paul, la plaque d'immatriculation. Il a réussi à obtenir la plaque avec les 2 lettres du nom Zagato. Oui, exact. Alors, de toutes les Flaminia, la version Zagato qui est ici devant nous est considérée comme la plus brillante de tous les modèles Flaminia, avec sa carrosserie légère, au moteur les plus puissants de la gamme et ses performances inégalées, ce qui est exact. Il est clair que cette Lancia du carrossier Zagato est l'une des plus belles réalisations du Milanais. Et à ce titre, Pascal Perrier, dans sa catégorie, reçoit le 3e prix, Mignon, Champagne Mignon. Oui, Champagne. Excusez-moi, je vais chercher le champagne. Donc, si on regarde un peu la voiture, à l'intérieur, ce n'était que 2 fauteuils. Et derrière, on pouvait mettre le chien, éventuellement. Ou un petit bébé, mais pas un adolescent, parce qu'il n'y a pas de place. Changement de vitesse au plancher, bien entendu. Pas de place pour l'autoradio, ça n'existait pas, puis on n'en voulait pas. Et ce que j'aime sur cette voiture, c'est sa ligne. Il faut la regarder aux 3/4 arrière. Est-ce que vous imaginez, cette voiture, elle est sortie en 1960. Regardez la vitre arrière arrondie. C'est exceptionnel. Il y a 60 ans. Je te remercie. Et tu la cajoles. Alors là, une petite histoire à vous raconter sur la prochaine voiture. Allez, au prochain s'il vous plaît. DB5 de James Bond. Et je vais vous raconter une petite histoire là-dessus. Tout le monde se souvient du film James Bond 007, les films avec la DB5. Eh bien, mesdames et messieurs, ce n'était pas une DB5, c'était une DB4. Et le film a été tourné sur les hauteurs de Nice, devant le jury, s'il te plaît, Pierre. Cette voiture, quand on regarde l'arrière de la voiture, ça ressemble très fort à la DB5. Dans le film James Bond, ils ont filmé la voiture 3/4 arrière avec Sean Connery ici devant la voiture, et à la fin du film, ils ont fait venir la DB5 qui venait juste de sortir des chaînes de production de Aston Martin en Angleterre dans un camion fermé. Ils ont ramené la DB5 pour finir le film, parce que la différence entre la DB4 et la DB5, c'est que la DB5, avant la DB5, les phares, si vous vous souvenez, sont carénés. Ils ne sont pas comme sur celle-ci. Alors, je vais quand même vous dire un petit peu ce que j'ai trouvé dessus. D'abord, c'est une voiture mythique par excellence. Regardez sa ligne dans un verre extraordinaire. Ce modèle est resté, tenez-vous bien,
dans le département du Var depuis 30 ans. 40 ans. Elle a la particularité d'être livrée avec un radiateur d'huile pour résoudre les problèmes de lubrification rencontrés au début de sa commercialisation. Au début, quand elles sont sorties, elles chauffaient ces voitures. Donc ils ont trouvé la solution de lui ajouter un radiateur d'huile qui équipe cette voiture. Son moteur 6 cylindres en ligne double Aurora en aluminium développe 243 chevaux à 5500 tours minute. Son design, regardez bien, retient l'attention car la future DB4 est allée s'habiller chez le carrossier Touring. Encore une fois, ils sont bons ces Italiens. En plus, c'est une carrosserie tout en aluminium, élaborée selon le principe de Super Leggera. Et c'est indiqué sur la voiture. Il s'agit d'une carrosserie composée de panneaux en aluminium, soudés l'un à l'autre, et qui repose sur une armature tubulaire, et cela permet une légèreté de l'ensemble et une finesse esthétique. Cette voiture rencontre le premier prix dans sa catégorie. Bravo Pierre. Merci Colin. Alors, là encore une belle petite voiture anglaise, une petite MG, type MGA. Alors ça c'est une voiture à l'époque, quand elle était créée, elle était plutôt destinée aux épouses des propriétaires. Eux ils avaient une Porsche 356, vous avez une grosse Ford. Pour aller faire les courses, ben, madame avait une petite MGA, parce que c'est une voiture très féminine. On peut regarder la voiture et celle-là elle est pourvue également d'un emplacement pour mettre les courses et il y avait également un coffre derrière. Et c'est une voiture qui était également pourvue d'un emplacement pour pouvoir mettre un autoradio. Je te remercie infiniment de nous avoir présenté cette voiture qui est une voiture dans un état exceptionnel. Et quand on regarde le cuir réalisé à l'époque, au jour d'aujourd'hui, quand on regarde cette voiture de l'intérieur, c'était de la qualité. Une voiture très féminine, donc ne vous fiez pas au look du conducteur. Hein. Alors, son propriétaire va me faire un petit commentaire. Ah, oui, Bonjour à tous, c'était juste pour préciser que c'était une voiture. Pardon, excusez-moi, je disais que c'était une voiture qui provenait en fait non pas des États-Unis, parce qu'il y a eu énormément exporté là-bas, et celle-ci vient de Hollande, donc j'ai ajouté aussi dans un compteur en kilomètres-heure et non en miles. Donc comme on dit, aussi cuir d'origine, la véronique d'origine, tout celle-ci d'origine, et elle a également, pas aujourd'hui, mais sinon elle a un hardtop, non pas en fibre, mais en aluminium. Et ça, c'était un hardtop réalisé par les ateliers Vandenplas, et c'est aussi un accessoire très rare de l'époque. une chose qui n'est pas d'origine, c'est le chauffeur. Pour votre information, comme vous l'avez entendu, le porte-bagages, on va dire, que vous voyez, s'appelle donc une Véronique. Voilà. En fait, c'est le père et le fils qui se croisent. Alors, cette voiture, c'est une voiture évidemment avec un gros moteur, c'est un V8 Ford, et évidemment. Elle est présentée au Salon d'automobile de New York en 1962 et commercialisée à environ seulement de 1000 exemplaires jusqu'en 1966. Puis, sous de nombreuses marques de répliques ainsi Corolla, elle est probablement un supercar ou muscle car, la plus sauvage et la plus brutale.
qui ait jamais connu la production mondiale. Monsieur le Président, on parle d'une ACACK, pas une AC Cobra. Hein. Celle-là. Excusez-moi. Hein. Regarde. Cette voiture qui est même devenue assez Cobra. Hein. En fait, AC est une marque anglaise, d'accord, qui a été récupérée, on en parlera tout à l'heure, par Carroll Shelby aux États-Unis pour faire un modèle de course. Mais ça, c'est un modèle original d'époque qui s'appelait l'ACK. Je vous passe la parole, cher Président. Alors, elle a été construite en 1954 et sa construction a duré jusqu'en 1963. Et elle est effectivement dotée d'un bloc Bristol, entièrement fabriqué à la main, dans la tradition évidemment britannique. Et cette voiture a inspiré Carroll Shelby après. C'est quand il a commencé à faire ses AC Cobra aux États-Unis, il s'est inspiré de cette voiture. Alors, il faut savoir que cette voiture, elle est en tube d'acier, en bois de hêtre, et sa caractéristique notable est la présence d'un haillon arrière, comme l'Aston Martin DB2 ou DB4. Au total, tenez-vous bien, il n'y a eu que 151 ACK produites jusqu'en 1963. Et rappelons que c'est sur la base de ce modèle, je me répète, que Carroll Shelby a créé l'AC Cobra. J'ai eu l'occasion de visiter l'usine Shelby à Las Vegas. J'ai pu encore parler avec la veuve de Carroll Shelby. Il y avait 12 voitures qui étaient en train d'être montées et les 12 bagnoles étaient destinées au marché italien. Merci beaucoup. Bravo. Regardez ce haillon, c'est une merveille. Maintenant, on va partir sur les ancêtres. La Bugatti 49. Voilà, un monument en automobile. À quoi reconnaît-on une Bugatti? Parce que c'est marqué. À la voiture. Regardez-moi cette ligne. Voiture qui est une merveille. Elle succède au modèle type 43 et 44 de 1927, dont elle reprend le moteur 8 cylindres. Tenez-vous bien, 8 cylindres. En ligne. 24 soupapes de 3,3 litres de cylindrée. Ultime modèle, avec la type 46 qu'on appelle la Petite Royale. Elle est motorisée avec ce moteur mythique de la Bugatti type 35 de compétition. 470 exemplaires construits en 1930 et 1934, dont 76 modèles seulement seraient encore en vie. Il n'y en a pratiquement plus. Elle est considérée comme la plus raffinée de toutes les vraies Bugatti. Mon cher Daniel, cette voiture a le 2e prix dans sa catégorie. Allez, sors un peu de là. Alors c'est une vraie 4 places, hein. Il y a 4 places derrière. Et si vous la regardez, la voiture, il y a 2 trous devant le siège arrière pour mettre ses pieds. Ah ouais, hein. Donc il ne faut pas chausser 52, hein. Un peu juste. Mais ben. L'origine des carrosseries en 3 places et demie. Donc c'était une 3 places et demi. Ben, pour mettre le chien peut-être. Ça c'est marrant. Bon, on peut mettre au talon quand même. Hein. Alors c'est vraiment une voiture mythique. Hein, Je pense qu'il serait assez logique que ce joli cadeau, qui est un vase, soit remis à notre concurrent par M. Nicolas Roche, puisqu'il s'agit d'un produit Roche-Beauvois dont il est le fils du fondateur.
Alors, mesdames et messieurs, cette voiture date de 1937. Est-ce que vous avez remarqué les phares? Les phares sont, regardez. Est-ce que vous vous rendez compte que c'est déjà sorti en 1937? Vous vous rendez compte de ça? C'est une merveille. Alors, voiture de prestige, fabriquée à concurrence, tenez-vous bien, de 2320 exemplaires, de 1936 à 1937. Donc, je viens de me répéter, c'est un modèle 1937. Elle a été dessinée par Gordon Buring, inspirée par l'Art déco, avec un arrière fastback. Regardez l'arrière de la voiture. Elle a les premiers phares escamotables de l'histoire. Je viens de vous le dire, ce qui est vrai d'ailleurs, en déco 1937. Et c'est l'une des voitures de série les plus rapides de son époque, avec son moteur d'avion V8 de 4,7 litres, vous vous rendez compte, pour 170 chevaux. Avant-guerre, 1937. Ce modèle a été utilisé dans le film Une femme à sa fenêtre, avec Romy Schneider en 1976. La Corde 812, celle-là, devient en 1937 la voiture de série la plus performante des voitures américaines de l'époque, avec son moteur d'avion V8, Lycoming Engine. Elle a développé 170 chevaux à 3600 tours, avec un compresseur Schweitzer Cumming en option. Elle a été chronométrée par le magazine britannique Autocar en 13,2 secondes. Vous vous rendez compte? Une des voitures de série les plus rapides de son époque. Et la production est arrêtée avec la cessation définitive d'activité d'R.W. Cord. Et a été revendue dans l'industrie. Et maintenant, c'est un bijou. Et c'est une traction avant. Et il faut savoir, puisque notre ami Guy Lafont, l'organisateur de cette journée, précise que cette voiture était une traction avant. Je lui passe le micro. Oui, absolument. C'est une traction avant. Donc, il faut savoir que Cord, Herbert Loban Cord a été un des premiers aux États-Unis, avec d'abord la L29 dans les années 20, à sortir des voitures en traction avant. Et André Citroën est allé à l'usine à l'époque, et il y a une voiture qui est sortie en France qui s'appelait la traction, peu de temps après qu'il ait visité les usines de Cord. Donc, ça, je vous laisse deviner la suite. Merci Guy. Très belle voiture. Cette voiture a été construite aussi bien en coupé qu'en cabriolet. Moi, j'ai bien connu cette voiture quand j'étais gamin, et elle sortait plus souvent en cabriolet qu'en coupé, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas la climatisation dans la voiture. Non, mais vous ne me prenez pas, c'est pas Michel Drucker qui parle, hein, c'est Jean-Paul Dantix. Waouh, avec le chien et tout, bravo. Alors, j'explique sur la voiture. Donc, c'est une voiture de places, évidemment, produite de 1948 à 1954, puisque si vous vous en souvenez, il y a eu la Isca 120, la Isca 140 et la Isca 150. Et c'est après qu'est sortie la type E que vous avez vu en premier au niveau du défilé. Et pourquoi est-ce qu'on a nommé cette voiture Isca 120? Alors, je vais vous expliquer la petite histoire. Cette voiture a été essayée entre Bruxelles et Yabé, près de Anvers. Et elle a roulé à 193 km/h. Et elle a franchi finalement de 200 km/h. Et en fait, cette voiture a été nommée Isca 120 parce que c'était le nombre de kilomètres en miles. Alors, il faut savoir que cette manière a souvent été utilisée dans des films. Par exemple, Voyage au bout de l'enfer de Michael Cimino, 1978. Ou comme dans la série télévisée Batman. Et au niveau du palmarès, la Jaguar type E
remporta sa première victoire 51-53. Et sur la scène des rallyes, la ISCA 120 remporta la prestigieuse Coupe des Alpes en 1951 et en 1950. Et elle a également remporté le Liège-en-Liège en 1951 également. Alors on peut quand même remarquer que ces lignes élégantes, comme il n'y avait pas de climatisation à l'époque, pour avoir moins chaud aux pieds, eh bien on tirait ça, c'était une manette mécanique, des deux côtés, on l'ouvrait, l'air rentrait là-bas, il y avait un peu d'air dans l'habitacle. Sinon on avait chaud aux pieds. Alors, cette voiture, dans sa catégorie, a gagné le premier prix. C'est le tableau Valérie Siaglo. Alors c'est marrant parce que le tableau qu'on leur donne, le tableau c'est une peinture d'une Bugatti. Bon bah tant pis. Hein. La tenue me convient très bien, le nœud papillon avec le short. Regardez-moi cette ligne intemporelle. Magnifique voiture. Merci à toi. Merci tous les deux. Et merci aux chiens. Pareil. La Morgan Roster qui nous est présentée est équipée d'un châssis échelle en acier galvanisé comportant 5 traverses tubulaires ou en caisson. Au cinéma, parce que j'aime bien d'attacher une voiture à un film, à une histoire, à un acteur, à un chanteur, et cette voiture au cinéma, elle a été utilisée à de nombreuses reprises dans des films comme Les Valseuses, ou encore The War of the Rose, et on peut dire quand l'élégance se rend compte que c'est très mal. Alors, c'est une voiture qui est pas tellement faite pour les jeunes couples, parce qu'il n'y a pas de coffre. Regardez. Donc, réservoir d'essence à l'intérieur, en dessous de la roue de secours. Là, on met un coffre, une valise, une grosse valise. Donc, c'est difficile pour les jeunes couples parce que les dames essaient bien de prendre beaucoup de robes quand elles partent. Et là, je suis désolé, mais mesdames, c'est le lendemain pour partir à la plage. Je te remercie. Ah oui, c'est une génie, oui. Vous voyez qu'il faut être souple pour entrer dedans. Ça y est, il est passé avec la carte. Alors, vous vous souvenez de celle qui vient de nous quitter, et vous voyez que la ligne, elle ressemble à sa devancière, et cette voiture, évidemment, elle a un palmarès incroyable sur les circuits, et c'est notre ami Carol Shelby qui s'en est inspiré, et elle a un moteur fabuleux d'ailleurs, et cette voiture a été commercialisée après sa présentation à New York en 1962. Et quand on voit la bande de la voiture, elle est faite pour valider les kilomètres, cette voiture. C'est une voiture unique. D'ailleurs, si vous la regardez correctement, c'est pas la peine de prendre ses bagages. Hein. Il y a un tout petit coffre pour mettre juste la valise de madame. Menteur. Alors, la version compétition client de près de 485 chevaux officiels fut initialement proposée à la vente pour la compétition de course automobile, ce que je viens de dire, et ses performances n'avaient aujourd'hui encore plus d'un demi-siècle après sa construction, rien à envier aux supercars actuels.
Laurent, je te remercie infiniment de cette voiture. J'espère qu'on s'en verra bientôt. Est-ce que tu as le coffre est très grand. On peut y mettre des gros sacs. Madame peut mettre 3 paires de chaussures. Portez-moi ce moteur. Merci Benoît. Alors, si vous vous souvenez, j'ai parlé de 1931. Malgré la grande dépression de 1929, Chevrolet conserve la première place des ventes de voitures américaines. Merveille en acier abouti avec un 6 cylindres en ligne. On les applaudit et regardez comment ils sont habillés. Là, c'est l'Amérique, la Californie des années 30. Alors, je rappelle que ce modèle est propulsé par un moteur 6 cylindres de 3180 cm3 et il produit 50 chevaux. Ce cabriolet 2 portes qui nous est présenté fut fabriqué à plus de 23 000 exemplaires à l'époque. Ils peuvent atteindre une vitesse de pointe de 187 km/h. Ce type de modèle a participé dans plusieurs films américains, dont le fameux film Le Parrain. 5 bonnes années à notre ami Gongarel pour restaurer ce modèle et aller à la pêche pour trouver toutes les pièces. Il a eu, pour rappel, le 2e prix dans sa catégorie au concours d'élégance de la Fédération française de véhicules d'époque à Cassis cette année. Et cette année encore, il reçoit dans sa catégorie le 3e prix Champagne-Mignon. Donc cette voiture a été présentée dans la catégorie classique. À consommer avec modération. Alors si vous partez sur le garde-boue arrière, le garde-boue arrière de la voiture, vous avez 2 marchepieds. Vous en avez un en dessous du feu arrière, un deuxième sur l'aile, et le passager arrière grimpé sur ces 2 marchepieds pour grimper derrière. Et on l'appelait... Pour la belle-mère, cette vidéo. C'était la pièce pour la belle-mère. Bravo. Mesdames et messieurs, je vous présente une voiture unique. Regardez-moi cette merveille. Et nous avons affaire quand même à un vrai républicain. Regardez la couleur arrière de la voiture. C'est le drapeau français. Et on peut constater derrière qu'elle date donc de 1920. Je vais vous raconter son histoire. Voiture unique qui a été faite d'ailleurs par mon ami Steve. Il n'a connu que 4 propriétaires sur un siècle. Suivant un dessin du carrossier designer Henri Labourdette. Ça vous dit quelque chose? Un carrossier français, en 1923. Ce modèle unique a participé à 12 concours d'élégance et a gagné à 11 reprises. Regardez-moi ce petit... fantastique. Ce petit cul, hein, il n'y a pas d'autre mot. Mais non. Regarde-moi ce pare-brise en 2 pièces. C'est une merveille, quel travail pour faire ça. Elle a été exposée à... Ça, c'est une voiture que Carterel qui avait dépassée. Elle a été exposée au salon de Rétromobile en 2021 à Paris.
Elle a été produite en juillet 2024 par le ministère des Armées et fut exposée ensuite au musée Briard-Lyon. Alors, quand on regarde la ligne de la voiture, qui est intemporelle, le propriétaire a fait sur cette voiture un travail phénoménal. Ce qui est beau sur cette bagnole, c'est le klaxon. C'était pas sur le volant, c'était sur le côté. Cette voiture a remporté le 2e prix dans sa catégorie. Les quilles sont 3. Cette voiture nous est présentée par Éric Combard. C'est une Ferrari 250 Testarossa. Alors, on le voit très bien. Cette voiture derrière a fait plusieurs grands prix. On le voit ici sur le côté de la carrosserie. Le circuit du Grand Amérique. Voiture évidemment qui fait partie de l'association italienne, ça c'est la Fédération française de véhicules d'époque, ça c'est l'association italienne des véhicules d'époque. Alors cette voiture, elle a été produite à concurrence seulement de 33 exemplaires, entre 1957 et 1961. Ce modèle de voiture domine le sport automobile de son époque. Et nous avons vu d'ailleurs l'exemplaire d'origine conduite, rappelez-vous, il n'y a pas si longtemps, par le pilote de Formule 1 Charles Leclerc, avec sa charmante épouse, épousée à Monaco le 28 février dernier. Si vous êtes abonné au Paris Match, il y a une photo de ce gentleman avec sa nouvelle épouse dans le même genre de voiture. Le nom de Régis Fraissinet, pilote automobile français et vétéran des 24 heures du Mans, est inscrit en lettres capitales sur l'aile de cette voiture. Je me permets de vous expliquer la signature de ce grand pilote. On le voit ici, le nom du pilote. Une voiture exceptionnelle, mais également qui est faite pour faire les circuits. Éric, je te remercie infiniment. Alors, cette voiture est rentrée dans l'histoire du sport automobile, tenez-vous bien, à 200 km/h. Vous voyez la petite voiture là, 200 km/h. Alors, mon cher Xavier, dans la catégorie de cette voiture, tu reçois le premier prix. Bon, le cadeau qu'on lui fait, c'est une Daytona. Bon, ben tant pis. Il faut s'imaginer ce que ça veut dire de rouler à 200 km/h avec des roues de vélo. Et surtout dans les virages. Hein. Vous avez vu, hein? Bravo, bravo. Merci Xavier. Cette auto est entièrement authentique. Et pourquoi 50? J'avais 5 ans. Parce que 50, c'était pour fêter les 50 ans de la marque. Il y en a là. Ça, mesdames et messieurs, c'est une voiture exceptionnelle. De sa beauté, sa ligne, c'est l'héritière de la F40. Et elle était construite en série
limité de 349 exemplaires de 95 à 97. Et ce modèle-ci, c'est le numéro 144. Bravo. Alors, comme je vous disais, cette voiture, elle représente le 50e de la marque. Et elle ouvre la voie à la fameuse Ferrari Enzo. Le fils cadet de Enzo Ferrari. Marcello Gandini, le designer, on n'a pas fait le lieu de paix. C'était un jeune ingénieur qui travaillait sur Ferrari, qui a dessiné cette voiture. On n'a pas fait mieux, on n'a pas fait mieux. Alors, je vais quand même vous présenter la Miura. Elle se caractérise par quelque chose de précis. Cette voiture, elle fut fabriquée à concurrence seulement de 475 exemplaires, de 66 à 1977, par le fameux constructeur italien, évidemment, Ferruccio Lomborghi. C'est la première voiture de série dotée d'un moteur en position centrale arrière, et elle est considérée comme une superstar dans le monde automobile européen. Et elle plaît par son design révolutionnaire et ses irrésistibles cils. C'est les cils de madame. On la reconnaissait à ça. Certains acteurs et chanteurs en ont possédé une, comme Frank Sinatra, Miles Davis, Jacques Dutronc, Rod Stewart ou encore John Hallyday. Le premier prix, le Best of Show, à cette voiture. Et je remets moi-même le prix. Je veux ajouter que ce premier prix Best of Show a été réalisé par Antoine Dufilot, que je remercie au passage parce que ce sont des œuvres exceptionnelles qu'il fait aussi bien en maquette qu'en grandeur nature. D'ailleurs, pour les Canois, il y a une Porsche sur la croisette en grandeur nature qui a été faite aussi par Antoine. Alors, cette voiture, elle a été dévoilée au Salon d'automobile de Turin en 1971. En même temps que le premier prototype de la Lamborghini Countach, pour succéder au Ferrari 365 Daytona, si vous vous en souvenez. Elle est commercialisée à partir de 1973, après sa présentation au Mondial de l'Automobile de Paris. Elle est construite à concurrence de 387 exemplaires, dont 88 avec la conduite à droite. 58 exemplaires exportés pour le marché britannique, ce qui en fait le modèle le plus rare de tous les, on appelle ça un Boxster Berlinetta. Bien qu'elle partage sa désignation de 365 avec la Ferrari 365 Daytona, en référence à la cylindrée unitaire, le moteur est radicalement différent puisqu'il est implanté ici en position centrale arrière, comme celui de la Ferrari Dino. Mais aussi car il s'agit d'un moteur à plat avec ses 360 chevaux. Je me permets de remercier Michel de nous avoir présenté cette petite merveille, et toujours, comme bien d'habitude, dans la couleur italienne de Ferrari, c'est-à-dire le rouge. Merci Michel. À bientôt Mimi. Mesdames et messieurs, je vous présente la Packard, modèle évidemment américain.
Alors, cette voiture a une histoire. C'est ce qu'on appelle une Super 8, c'est-à-dire un 8 cylindres en ligne. Modèle de luxe à transmission manuelle 3 vitesses entre 1938 et 1941, à concurrence de 17 600 exemplaires, lesquels ont été produits dans différentes versions. Ce prestigieux survivant est de nos jours chéri par les collectionneurs de voitures américaines de l'époque. Le même modèle, écoutez bien mesdames et messieurs, le même modèle fut utilisé dans le film Chinatown avec Jack Nicholson et Faye Dunaway en 1974. Dans les années 20 et les années 30, les Roaring Twenties et les années folles en France, Packard fait 7e avec Cadillac, Pierce Arrow et Duesenberg, des constructeurs américains qui commercialisent les automobiles les plus luxueuses et les plus chères du monde. Packard commercialise une première série de Packard Super 8 entre 1933 et 1939 avec un moteur 8 cylindres en ligne. Vous vous rendez compte, hein? 1933. Et carrosserie déclinée dans différents modèles. Packard 8 de 1924, 2 cylindres 2 cylindrés, 140 chevaux pour des vitesses maximum de près de 170 km/h selon quelques variantes de puissance du moteur et de carrosserie. Ce modèle vous est présenté par mon ami qui en est l'heureux papa. Juste un petit mot pour les golfeurs. Vous noterez sur le côté de la voiture la petite trappe pour mettre les clubs. Alors ça c'est le top du top. Hein. Voilà. Merci à tous d'être venus.